Alors, merci d'être venus si nombreux pour cette 8e édition du concours Fleurs d'Éloquence. Alors certains parmi vous connaissent le concours, d'autres non, donc je vais parler de manière très brève ce soir, mais pour vous expliquer un petit peu le déroulement du concours en général et de la soirée en particulier. Alors ce concours Fleurs d'Éloquence, il est porté par la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et il est ouvert à tous les étudiants de l'Alliance Sorbonne Université, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur qui font partie de cette alliance, et notamment l'UTC, Université de Technologie de Compiègne, dont plusieurs candidats proviennent ce soir, même si sur les 10 que vous entendrez ce soir. Alors depuis 5 ans, la formation est dédoublée précisément entre la Sorbonne et l'UTC, et c'est l'un des points spécifiques de ce concours d'éloquence, c'est qu'il est précédé d'une formation d'une vingtaine d'heures, au cours desquelles une place prépondérante est accordée à la pratique oratoire. L'idée qui est à l'origine de cette formation, c'est qu'il est important dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie privée, dans la vie de tous les jours, de savoir convaincre, et que savoir convaincre, c'est très différent de savoir écrire, c'est très différent de savoir argumenter, et donc c'est la rhétorique qui apprend à cela, à savoir convaincre, c'est-à-dire à la fois en argumentant, mais aussi en jouant sur les passions, en donnant une image de soi adaptée à son auditoire. Voilà, donc les étudiants ont été formés à cela, et j'insiste sur ce point, on les forme autant, enfin on les forme, les formateurs, hein, parce que voilà, je parle au nom des formateurs, mais on les forme autant sur le fond que sur la forme. L'idée, ce n'est pas d'apprendre à faire, apprendre à faire un discours, c'est pas apprendre à faire un one-man show, c'est pas apprendre à chauffer une salle, c'est apprendre à convaincre, et donc le fond et la forme sont aussi importants. Donc on reprend vraiment les catégories de la rhétorique ancienne, hein, l'invention, c'est-à-dire l'art de trouver le fond de son discours, la disposition, l'art de l'organiser, le style auquel vous vous adressez, le style que vous choisissez va influer sur la manière de convaincre. La mémoire, donc l'art aussi de se détacher de ses notes, de savoir en tout cas les gérer. Et puis l'action, qui est une grande partie de la rhétorique, c'est-à-dire vraiment l'incarnation de son discours. Donc les candidats que vous allez écouter ce soir seront évalués à la fois sur le fond et sur la forme, voilà, par les jurés que vous voyez ici et qui se présenteront tout à l'heure à vous. Alors, juste sur cette soirée, à l'origine, les étudiants donc, étaient 150. Il y a 150 places qui sont ouvertes pour la formation. Et lorsqu'ils participent à la formation, ils ont le choix de se présenter ou non au concours. Il n'y a absolument aucune obligation. Et 80 d'entre eux ont choisi de se présenter au concours, ce qui est beaucoup. L'année dernière, ils étaient une 60aine, l'année d'avant, une 40aine, il me semble, Cléo, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment là, voilà, 80 qui se sont jetés à l'eau et qui ont participé au premier tour qui avait lieu samedi 30 mars, donc il y a une dizaine de jours. Et parmi ces 80, 10 ont été sélectionnés, donc vous allez les voir, les entendre, les écouter ce soir. Ils ont préparé, alors spécificité, ça c'est quand même important à savoir, ils ont préparé leur discours cet après-midi, pendant 5 heures, et le sujet et la thèse qu'ils doivent défendre leur ont été imposés. Voilà, ce sont des conditions quand même assez difficiles, assez particulières. Donc voilà, c'est vraiment une épreuve assez difficile, donc encouragez-les, applaudissez-les, parce que la participation en elle-même est déjà une épreuve et presque une victoire. Hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à les encourager. De manière matérielle, formelle, chaque discours dure entre 8 et 10 minutes. Voilà, ça fera à peu près 1h30, 1h40 de discours. Et donc ces discours sont évalués par un jury de 6 personnes, 6 jurés qui vont se présenter rapidement à vous, qui à la fin donc, des 10 discours se retireront dans une salle derrière secrète pour aller délibérer. Donc la délibération durera à peu près 20 minutes. J'irai les voir pour les forcer à aller un petit peu vite parce que sinon les délibérations peuvent durer. Mais voilà, comptez à peu près une vingtaine de minutes et après cette délibération, les résultats seront annoncés et 4 candidats sur les 10 seront retenus, sélectionnés pour participer à la finale qui aura lieu mardi 7 mai à la Bibliothèque nationale de France, avec une entrée libre. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir le 7 mai. Voilà, sachant qu'il n'y aura pas de classement entre ces 4 candidats. Voilà, ce sont 4 finalistes qui seront retenus au terme de cette soirée. L'odeur du bois ciré leur picote les sinus, et les souliers neufs du mari produisent sur le carrelage des bruits incongrus. Chacun de ses pas est une excuse. Sa silhouette large et haute s'est ramassée comme celle des pénitents. Ils se tiennent d'une main lâche, réunis par une tendresse de circonstance. Elle a la tête ailleurs. Il aimerait bien s'enfuir aussi.
La secrétaire, en se levant, leur adresse un bonjour plein d'une sollicitude gênée et leur indique la porte du bureau. « C'est marqué dessus, vous ne pouvez pas la rater. Monsieur Bompard, juge aux affaires familiales. » À peine entrés et les politesses d'usage accomplies, commence la litanie des questions, de plus en plus intimes. Le couple répond par des gestes et des mots évasifs. Peu à peu, elle se décompose et lui ne fait qu'enrager. Il se métamorphose, elle se met à morfler. On boit un peu, c'est vrai, mais comme tout le monde, et jamais devant les enfants. Ça, nous, on fait toujours tout pour les enfants, pour qu'ils ne manquent surtout de rien. Et on ne peut pas dire qu'on est de mauvais parents. Alors bien sûr, des fois, ça crie, mais ça ne les concerne pas. C'est que nos histoires à nous, et eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais c'est qu'on est seul. On est seul, vous savez, terriblement seul, et au fond, ça vous travaille. Le ton est monté crescendo avant que l'homme ne retombe soudain sur le dossier de sa chaise, désemparé. Rien de plus ne sera dit, sinon des citations d'articles assez inquiétantes du juge et quelques objections avortées de la femme et de son mari. On sait que la fin du rendez-vous est proche lorsque monsieur le juge fait pivoter sa chaise de bureau à 45 degrés pour pouvoir croiser ses jambes, ce qui lui fait découvrir ses drôles de chaussettes à carreaux. Il enlève ses lunettes et se frotte les yeux. C'est le signe qu'il va dire un truc. Il fait toujours ça, le juge, quand il va dire un truc. C'est amusant, vous me répétez à chaque fois, on est seul. Et c'est assez contradictoire, ça. On n'est jamais seul. Justement, on, c'est vous deux. Il faut s'épauler dans ces moments-là, plutôt que de ruminer sa colère dans son coin et de finir par éclater, comme la dernière fois. Vous êtes un couple, n'oubliez pas. C'est l'union qui fait la force. Et comme on dit, il prononce alors cette phrase avec dans la voix un rire gras mais contenu, de l'humour de juriste sûrement. Vous savez, comme on dit, le tout est supérieur à la somme des parties. 10 ans de droit et 15 ans de carrière, d'affaires compliquées et de dénouements plus ou moins heureux, viennent de s'évanouir devant la tentation d'une formule, qu'il est d'ailleurs le seul à comprendre. Ces deux-là en ont déjà trop entendu. L'union fait la force. Ensemble, tout devient possible. Le tout est supérieur à la somme des parties. Vous voyez dans quel état ça les a mis, ces deux-là. Et osez le leur répéter en les regardant dans les yeux. Ils sont défaits, avachis, vaincus, vidés de tout orgueil et de toute envie, réduits à une somme de fonctions physiologiques, dont certaines se mettent d'ailleurs à déconner sévères. Dans leurs yeux gris que souligne un réseau de vénules bleues, on peut lire 20 ans de concessions minables et d'arrangements tacites. Que l'amour dure 3 heures, 3 ans ou 3 enfants, les êtres s'abandonnent un jour ou l'autre à une routine sordide qui les transfigure et les amoindrit. Après tout, on ne s'aime que pour des moments, et ces moments, avec le temps, sont de plus en plus rares. Alors on se met à broder la trame du quotidien d'un fil de gêne et d'ennui. On tient cet étranger à distance par une tendresse froide et des gestes convenus. On caresse froide et trop rugueuse par habitude et par dépit. Et ce marasme est propice à toutes les haines et à toutes les violences. C'est ce qui leur vaut d'être là. Il fallait les voir pourtant, jeunes, une blondinette élégante aux manières un peu gauches, un beau garçon, fort comme un bœuf, et drôle avec ça. Trop vite marié, trop vite aspiré par les contingences matérielles d'une vie de labeur. Le temps a eu raison d'eux et les a éteints pour de bon. Que seraient-ils devenus si leur chemin ne s'était pas croisé? Quelque chose de mieux? Peut-être pas, mais au moins ils n'auraient pas abîmé dans l'affaire 3 petits garçons beaux comme des anges, à peine sortis de l'enfance et déjà empêtrés dans l'inextricable mélasse du déterminisme familial. Qu'il serait pourtant agréable de pouvoir se reposer sur cette idée simple et ancienne, qu'à deux tout va mieux, et que plus on est de fous, plus on vit, comme si un bon qualitatif accompagnait nécessairement chaque saut quantitatif. La haute et la basse Normandie sont réunies depuis peu, en une seule et même région. Mais cela fait près d'un demi-siècle que des forces internes militent pour leur réunification. L'argument est simple et percutant. Pris isolément, ces 2 morceaux de bocage ne pèsent pas bien lourd dans le concert des régions, désormais européennes. Mais une fois rassemblées, elles constituent un territoire plus riche, plus vaste et plus peuplé.
Mais alors, pourquoi s'arrêter là? Voyons plus grand, imaginons une région qui irait de la Bretagne au Calaisie. Osons même pénétrer les terres plus avant, avec nous la Picardie, et c'est l'Île-de-France qui nous ouvre ses portes. Progressons encore vers l'Est, l'Ouest, propageons la Normandie jusqu'au centre et au Midi, et n'oublions pas les Outre-mer, bien entendu. Imaginez la puissance de cette région nouvellement constituée que, sur le modèle des Hauts-de-France, nous appellerions toute la France. En voilà une région sacrément vaste et peuplée. Vous voyez tout de suite ce que cela a d'absurde. Alors oui, les métropoles sont à la mode. On parle du Grand Paris, du Grand Lille et du Grand Lyon. Des monstres naissent au rythme effréné de la conurbation. Y vivra-t-on mieux pourtant? Les vendeurs de béton se frottent les mains et nous promettent des malls gigantesques et interconnectés, des hubs, quel que soit ce que ce mot veut dire, et des plateformes multimodales. Plateforme, tiens, le mot est à la mode. Moi qui pensais que de tout cela, quelque chose s'élèverait au-dessus de la somme des parties, voilà qu'on me propose la plateforme comme destin universel des choses. Plateforme, le terme est équivoque. Que surtout rien ne dépasse, où l'on voit alors que ce grand mouvement de réunification est en réalité un mouvement d'uniformisation. Le rouleau compresseur de la mondialisation, traînant à sa suite un cortège funèbre de misères individuelles et collectives, aura tôt fait d'aplanir les quelques particularismes qui lui résistent encore. Du reste, les Normands, avec la tempérance qu'on leur connaît, ne s'y sont pas trompés. Au référendum portant sur l'éventualité d'une réunification, ils avaient fait une réponse de Normands. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il y a peut-être quelques domaines où la maxime s'applique. La cuisine, qui est devenue, avec les histoires de flics, la nouvelle passion télévisuelle française. Non, c'est vrai, on ne peut plus zapper sans tomber sur du poulet en cassolette ou en série. Je vous le dis, si le tube cathodique est une boule de cristal, vous finirez tous en prison, mais au moins la cantine sera bonne. La cuisine, disais-je, permet de sublimer des ingrédients quelconques. C'est un plat, c'est autre chose qu'une addition de courgettes et de fond de veau. On ne compte plus d'ailleurs les lénifiants éloges de la simplicité que nous servent à peine réchauffés les nouveaux grands chefs du petit écran, passés maîtres dans l'art d'accommoder les restes. Mais ailleurs, en amour comme en politique, s'assembler, c'est s'affaiblir. S'agréger, c'est s'amoindrir. Et l'on doit tenter en conscience l'aventure de l'autre. Ne croyez surtout pas que je cherche à vous en dissuader. Bien sûr qu'il faut s'assembler, bien sûr qu'il faut s'agréger, bien sûr qu'il faut s'aimer. C'est nécessaire et c'est beau. Et il faut toute la sagesse du monde pour accepter cette diminution de soi, sa dilution dans la masse, pour consentir à l'anonymat et s'enchaîner à un être, à des êtres avec lesquels il va falloir tergiverser et qu'il va falloir comprendre autant que cela est possible. C'est vrai, c'est effrayant quand on y pense, une foule. Elle ajoute certes à la somme des parties l'avantage de la masse, et transforme ainsi les désirs particuliers en puissance collective. Mais elle prive en même temps de bien d'autres qualités, et notamment les scrupules, qui sont par nature une vertu individuelle. Vue du dehors, la foule est un des états les plus déplorables de la matière humaine. Mais vue du dedans, quelle ivresse et quel bonheur de se sentir porté, de faire partie de quelque chose de plus grand que soi-même, de vibrer au même chant, de faire l'expérience de ces volontés devenues coaxiales. Je n'étais pas aux Nuits debout, je n'étais pas avec les Gilets jaunes, ni même avec les marcheurs du climat. Du haut de mon Aventin, de ma retraite intellectuelle, je trouve toujours quelque chose à redire à ces mouvements-là. Ils sont trop ceci, trop cela, et pas assez du reste. Alors que je sais au fond de moi que j'aurais vibré, je sais tout l'empire que ces moments-là exercent sur moi. Mais c'est une vérité difficile à accepter. On ne s'élève pas vers le monde, on y descend. Et ce mouvement comporte un risque énorme, celui de se dénaturer, de se compromettre, de devoir faire des concessions. Prenez les militants. Est un bien mauvais chef de parti qui méprise les militants. Et pourtant, quelle épreuve. C'est vrai, elles sont indispensables, ces petites mains de la politique qui collent des affiches et beurrent les sandwichs. Mais quel enfer! Leur enthousiasme est aussi vivace que leurs idées sont approximatives. On voudrait qu'ils agissent, mais que surtout ils se taisent. À chaque interview dans une section de province, on redoute le dérapage,
la confidence gênante ou la petite blague un peu raciste qui mettrait en péril l'édifice commun. Chacun d'eux représente un risque supplémentaire, une variable échappant à tout contrôle, un atome fissile toujours au bord de l'éclatement. Rien ne se ferait pourtant sans eux. Dès lors, il faut oser le couple, la bande ou le troupeau, sans pouvoir s'appuyer sur l'idée confortable qu'on est moins seul quand on est plusieurs et que l'altérité nous sublime. L'autre est un sacerdoce, un fardeau, un souci constant, et cette peine que l'on s'inflige est la marque de l'humanité. Je crois qu'on reconnaît les gens bien à ce qu'ils sont toujours inquiets, fébriles. Ce n'est pas la peur qui les fait trembler, c'est le souci constant de l'autre. Il n'y a guère que les crétins qui sont toujours parfaitement sereins. La foule est leur seconde peau. Ils y habitent par plaisir et non par nécessité. Je conclurai avec Jean Ferrat, le poète moustachu des reliefs ardéchois. On peut me dire sans rémission qu'en groupe, en ligue, en procession, on a l'intelligence bête. Je n'ai qu'une seule consolation, c'est qu'on peut être seul et con, mais que dans ce cas, on le reste. J'avais déjà presque 2 ans. Problème, je ne savais toujours pas marcher. Pire, je n'étais guère plus habile des mains que des pieds. Devant l'urgence de la situation, mes parents entreprirent plusieurs mesures. Je me souviens plus particulièrement de l'une d'elles qui prenait la forme d'un jeu en bois, un jeu éducatif. Il y avait un plateau assez épais dans lequel avaient été creusés plusieurs enfoncements en forme de cube. Il y avait 4 types de trous. Les gros trous, les trous un peu moins gros, les trous vraiment pas gros, et enfin les trous pas gros du tout, aussi appelés petits trous. À ce plateau s'ajoutaient des cubes de bois. Ces cubes étaient des 4 mêmes types précédents, chacun d'une couleur différente. Je me souviens très bien de la façon dont j'ai joué à ce jeu, la première fois et toutes les fois suivantes. Je saisissais un cube qui s'avérait à chaque fois être le cube rouge. Je l'aimais bien, ce cube rouge. Je lui avais donné un nom, Max. Je faisais donc promener Max, je lui faisais vivre quelques aventures, jusqu'au moment où il fallait lui trouver une maison. C'est là que le plateau intervenait. Le plateau disposait d'un large choix de maisons. Mais comme j'aimais bien Max, je lui donnais à chaque fois la plus grande, celle avec le plus de place pour s'amuser. Or, il s'avérait que Max était un petit cube. Mes parents, perplexes, me regardaient donc mettre, à chaque fois, le petit cube dans le grand trou. Alors que les petits cubes allaient dans les petits trous. Autrement dit, il fallait mettre les petits, pas dans les grands, mais dans les petits. Désormais, j'ai compris que oui, il faut mettre les petits, pas dans les grands. J'entends madame dire « mais il n'a rien compris, c'est de pas qu'il s'agit, pas de pas ». Alors effectivement, je n'ai pas compris. Je pense que ce que madame voulait dire, c'est que la question porte sur la nécessité ou non de mettre les petits pas dans les grands. Je suis d'accord avec vous, c'est fort probable. Mettre les petits pas dans les grands, c'est marcher dans les pas de quelqu'un de plus grand que soi. Mettre les petits pois dans les gants, c'est le fait de récolter manuellement des graines vertes, mais je m'égare. Nous parlons donc d'imitation, d'inspiration, de reproduction. Alors faut-il mettre les petits pas dans les grands? Faut-il imiter? Faut-il s'inspirer d'autrui? On me répondra que non, mieux vaut faire ses propres marques, s'affirmer, s'émanciper des potentielles influences extérieures. Ce serait nier que l'imitation est ce qui nous construit. En effet, comment avez-vous appris à parler? Vous y êtes-vous pris par vous-même en vous disant « je ne me laisserai pas influencer par tous ces mots, je vais créer les miens ». N'avez-vous jamais remarqué qu'à force de côtoyer une personne, on commence à utiliser ces expressions? L'imitation nous construit.
Comment apprend-on à jouer d'un instrument? Monsieur me dit là-bas que l'autodidacte apprend tout seul, lui. Effectivement. Mais pourquoi l'autodidacte apprend-il à jouer d'un instrument? N'est-ce pas parce qu'il fut inspiré par un grand musicien dont il aimerait suivre les pas? L'imitation nous motive. Mon frère avait l'habitude, étant petit, de s'amuser à glisser ses pieds dans les chaussures de mon père. Résultat, à 1 an, il marchait déjà, contrairement à moi. Donc oui, il faut mettre les petits pas dans les grands, c'est comme cela que l'on se construit. Mais mettre les petits pas dans les grands, c'est plus que ça. Mettre les petits pas dans les grands, c'est mettre les pieds dans le plat, mettre les bouchées doubles même. De pas à plat, il n'y a qu'un pas. Mais de quel pas parle-t-on, au juste? On ne parle pas ici de pas à droite, de pas à gauche ou de pas maladroit. On parle de pas vers l'avant. Petit, certes, mais pas quand même. Et si l'on met les petits pas dans les grands, on peut aller loin. Mettre les petits pas dans les grands, c'est dire ce pas est petit, mais sa portée peut être grande. Pensez au premier pas. Il est souvent petit. Il n'en est pas moins source de tout ce qui suit. Indispensable donc, si l'on veut avancer. Pensez à tout ce que vous avez vécu grâce à ce premier pas. Ne pas lui accorder de valeur, ne pas imaginer que sa portée pourrait être grande, ce serait ne jamais oser rester figé. Mettre les petits pas dans les grands, c'est aussi affirmer que plusieurs petits pas, ça a au moins autant de force qu'un grand pas. Quel intérêt de boycotter ce géant de la production laitière qui sous-paye ses producteurs si l'on ne représente qu'un consommateur parmi des millions? Quel intérêt de trier ses déchets si l'on n'est qu'un citoyen parmi tant d'autres? Multipliez les petits pas, donnez-leur de l'importance. Vous irez bien plus loin qu'avec des grands pas qui rapidement s'essouffleraient. Ne pas mettre les petits pas dans les grands, au contraire, ne pas leur donner d'importance, ce serait leur nier toute utilité, toute potentialité d'action, de conséquences. Quel monde terrible cela serait, forcé d'avancer à coups de bond en avant, sans pouvoir s'appuyer sur plus grand, plus fort que nous. Nous finirions épuisés, crevés, écrasés. Mettre les petits pas dans les grands, c'est se construire, c'est avancer, c'est espérer. Mettre les petits pas dans les grands, c'est vivre. Hier soir, j'ai dansé. Enfin, pas vraiment dansé, j'ai plutôt flotté. C'était un cours de danse, un cours d'improvisation. Alors, je savais que ça allait en être un, donc je m'étais préparée à être un peu mal à l'aise. Mais il faut dire que j'avais un peu sous-estimé l'exercice. En fait, j'ai assisté à un cours de contact. Le contact, c'est une danse de relation. Il faut avoir un contact à la fois visuel et tactile avec les autres. Alors bien sûr, de l'extérieur, ça peut paraître un peu étrange. Moi-même, en y allant, j'étais un peu gênée. Je trouvais ça un peu incongru de voir des danseurs comme ça aussi tactiles, aussi reliés. Mais après quelques minutes, quand j'ai commencé à voir ces danseurs s'absorber complètement, s'oublier eux-mêmes, faire passer le tout, le collectif, avant eux, avant leur technique, avant leur ego, quand j'ai vu combien c'était beau, j'ai compris. Le tout des danseurs était supérieur à la somme des parties. Cette danse, c'était un poème. Et chacun des danseurs, c'était un vers, une rime, une allitération. Chacun apportait ses forces
ses fragilités aussi. Et plutôt que de s'additionner, en fait, ils se démultipliaient. Ce sentiment que je décris là, c'est pas seulement un sentiment artistique ou esthétique. En fait, c'est le sentiment le plus banal qui soit, le plus humain. C'est le sentiment d'appartenance. C'est celui que vous ressentez là en ce moment, en tant que collectif, parce que vous vivez un moment unique. C'est celui qu'on ressent quand on est à un concert et qu'on ne sait plus très bien si c'est nous ou si c'est notre voisin qui chante le plus fort. On se sent grisé, on se sent porté, parce qu'on sait à ce moment-là qu'on peut dire nous. Alors oui, ces belles choses et ces choses humaines que de vouloir faire partie d'un tout. Malgré nos différences et nos intérêts, nous avons tous envie de faire partie de quelque chose qui nous dépasse, que ce soit une famille, un groupe d'amis ou une nation. C'est ce qui fait tourner le monde. Alors oui, mesdames et messieurs, je suis profondément convaincue que le tout est supérieur à la somme des parties, mais qu'en plus, il lui est préférable et que nous devrions y aspirer. Je suis sûre que faire partie d'un collectif, c'est ce qui nous permet de faire des grandes choses. Nous devons préférer le tout à la somme de ce que nous sommes, d'abord parce que cela nous rendra heureux. Je sais que ce que je dis là n'est pas tout à fait dans l'air du temps. De nos jours, la prime est plutôt à celui qui court le plus vite, celui qui sort du lot, celui qui réussit seul. On nous dit que c'est ça la vraie force, en fait, la vraie liberté. C'est quand on existe par soi-même, c'est quand on s'affranchit du groupe, du tout, quand on crée sa propre chapelle. Il faudrait être premier de cordée, éblouir les autres, et ainsi on tirerait tout le monde vers le haut. Mais moi, je ne crois pas, mesdames et messieurs, qu'il y a de salut dans les aventures individuelles. Je crois qu'on se sent vite seul quand on gagne contre les autres. Et si sur le chemin de la réussite, on a perdu le lien avec le collectif, alors on a raté l'essentiel. Je ne crois pas que le tout, ce soit forcément cette masse, incolore, ennuyeuse, qu'il faudrait fuir à tout prix. Je crois que les plus belles réussites se conjuguent au pluriel, avec un nous. Alors, je ne suis pas forcément amatrice, mais ça s'applique aussi à des choses parfaitement profanes. L'été dernier, quand j'ai vu tous ces gens dans les bars, émus, sauter de joie, rire aux larmes, parce que la France avait gagné la Coupe du monde de football, c'était beau, c'était simple, ça m'a donné des frissons. Au fond, nous n'avons même pas envie de coexister les uns à côté des autres, d'être juste des parties, agglomérées. Nous n'avons pas envie de confronter nos intérêts au gré des élections ou du marché. Nous avons envie de partager des choses. Et ça, seul un tout, un collectif, une nation, une union, qu'elle soit européenne ou pas d'ailleurs, peut nous apporter ça. Ensuite, nous devons aspirer au tout parce qu'il nous est nécessaire pour avoir notre identité. Loin de nous étouffer, en fait, le tout auquel nous nous attachons, il nous donne un ancrage pour exister ensuite par nous-mêmes. Aucun homme n'est une île, disait Rudyard Kipling, mais j'ajouterais aussi, aucun homme n'est un archipel, car il ne suffit pas d'une petite faction pour faire une identité. Je suis qui je suis, parce que je suis de la Sorbonne, de Paris, de la France, de l'Europe, du monde. Pour avoir une identité, nous avons besoin de faire partie du monde, avec ses continents, ses océans, pour y trouver notre place, notre origine, et y planter un drapeau. J'entends déjà la critique, bien sûr, qui nous susurre que le collectif opprime notre originalité, il nous force à nous conformer. On a bien vu dans l'histoire des groupes religieux ou culturels qui imposaient des façons de vivre, des façons de penser, de parler. Et donc, il vaudrait mieux un conglomérat, finalement, de partis libres, plutôt qu'un tout qui opprime.
Mais faire partie d'un tout, ce n'est pas nécessairement s'y conformer. C'est accepter que nous sommes les héritiers d'une culture et d'une histoire qui nous dépassent. Nos idées, aussi originales soient-elles, sont le produit d'une histoire et de 1000 découvertes qui nous ont précédés. Et ce n'est pas se renier que de se le dire. Au contraire, c'est prendre la mesure de notre responsabilité pour continuer d'avancer. Si j'accepte de faire partie d'un tout, d'une nation, d'un collectif, ce n'est pas pour m'effacer derrière lui. C'est pour y trouver un point de départ, un ancrage pour agir dans le monde. Nous devons aspirer à faire partie d'un tout aussi, mesdames et messieurs, parce que les parties à elles seules ne changeront pas le monde. Notre histoire, c'est une histoire d'individus, de groupes, de parties qui, loin de seulement coexister, se sont alliés ensemble pour construire quelque chose de plus grand, de plus fort. Tous les talents du monde n'auraient pas fait l'histoire s'il n'y avait pas eu de tout pour donner de la cohérence, une vision. Aucune civilisation n'aurait pu reposer sur seulement des parties, aussi géniales soient-elles. Alors bien sûr, on va me citer Jules César ou Napoléon Bonaparte pour m'expliquer que ce sont les dirigeants qui font l'histoire, les élites. Mais la réalité, c'est que ces hommes, ces femmes, se sont toujours appuyés sur le collectif des humains, non seulement pour arriver là où ils en sont arrivés, mais pour faire perdurer leurs idées dans le temps. En politique, penser la société comme la somme des parties, ça n'apporte que la division. On produit des factions, des chapelles, des catégories. On parle des chômeurs, des riches, des pauvres, des smicards, des gilets jaunes. On se dit que ces intérêts-là, ils sont voués à s'entrechoquer, qu'on n'y peut rien, qu'ils sont irréconciliables. Mais ceux qui défendent cette vision de la politique, celle de la somme des parties, ils ont une vision arithmétique froide, analytique. Ils croient que le cœur des hommes n'est pas fait pour battre au diapason. Ils croient que chacun préférera toujours défendre son blason. Et que ce qui nous aidera à s'en sortir de ça, c'est la compétition. Mais c'est au contraire ce qui nous relie, ce qui nous attache à un tout, qui nous élève. Faire partie d'un tout, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous permet d'avancer. Certains défendent l'idée qu'il faudrait au contraire avancer en légions séparées, en mettant en avant telle ou telle qualité et en menant chacun les combats de notre côté pour être plus efficace. Ils disent que le tout est en réalité faussé car il serait dirigé par seulement une minorité. Et c'est vrai que la beauté du tout a pu être détournée. On a pu promettre un tout aux partis sans le leur apporter en réalité. Rousseau nous avait appris que la loi devait représenter l'intérêt général et pas les intérêts particuliers. On est bien forcé de constater que nous n'y sommes pas toujours arrivés. En France, on a parfois pu parler de république sans être à la hauteur de cette idée. Les gilets jaunes récemment nous l'ont bien montré. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faut rejeter le tout. Car en matière de progrès, le tout des humains a tout à nous apporter. Alors c'est vrai, pour que le tout ait un sens, il faut qu'il soit un tout, un vrai tout, un tout inclusif, un tout qui prend tout le monde sous son aile, sans exception, un tout qui ne ferme pas sa porte et qui ne relègue pas certains en silence, une partie des parties, en les abandonnant à leur triste sort. Un tout qui permet à tout le monde, comme hier soir, d'entrer dans la danse, de prendre sa part, d'y apporter ce qu'il est. C'est notre responsabilité collective d'arriver à nous en assurer que ce tout est vrai. Impossible de se défausser, impossible de rejeter la faute sur un homme, une femme, une partie. Si nous voulons qu'il y ait un tout, c'est à nous de respecter nos promesses. Et si nous avons oublié sur le bas-côté,
sur le bord de la route ou sur un rond-point, un frère humain, un concitoyen, c'est à nous de nous arrêter pour l'embarquer, jusqu'à ce que, rassurés, malgré nos différences de chapelle et d'intérêt, il puisse dire aussi « nous ». Sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment, là, tout de suite? 1, plus 8, moins 2, plus 2. J'ai mal à 9. C'était il y a une semaine, un dimanche matin, dans mon lit. Les rayons du soleil narguent mes volets et réussissent à s'infiltrer par quelques interstices. Je soulève une paupière, puis l'autre, me prélasse dans mon lit bien 20 minutes. Tout est calme, comme une mer d'huile. 20 autres minutes passent encore sous mon nez, avant que je me décide enfin à aventurer mes doigts de pied hors de l'édredon. Je me lève brusquement, et là, patatras, hécatombe. C'est une déclaration de guerre dans mon ventre. J'ai mal, j'ai très très mal. Au départ, c'est précis, localisé. Je sens que j'ai un oursin engoncé dans le bas de mon intestin, vers la droite. À chaque respiration, ces aiguilles s'étendent. Puis la douleur se métamorphose et se déplace. Ce n'était pas Valérie Damido qui retapissait mon abdomen à coups de rouleau de peinture. C'était plutôt une boule de démolition en acier, pendue à la grue de mon œsophage, qui faisait office de bulldozer et qui avait pris l'initiative de raser tous mes organes vitaux. Ma mère n'est pas affolée du tout. La semaine dernière, tu as déjà survécu à un infarctus du myocarde et un cancer du sourcil. Quand je réussis enfin à la convaincre de m'amener à l'hôpital, le docteur n'a pas non plus l'air convaincu de mon 9 sur 10 de douleur. Il rechigne, soupire, peste, mais daigne enfin examiner mes entrailles. Le diagnostic tombe et ce n'est pas l'appendicite, ni des périostites, une indigestion ou encore une boule de démolition. C'est une boule de crème. J'en mange trop. Voilà tout. Et pas de miracle remède. Fini crème glacée, crème anglaise, chantilly, de marron, café crème. Fini la crème de la crème. Si je comprends bien, le docteur quémande un rééquilibrage alimentaire. Il veut me dicter un nouveau mode de vie plus allégé, gavé au sans matière grasse et écrémé. Doit-on écrémer la crème de la crème? Si mon médecin, un homme en blouse blanche et avec des lunettes en plus, prétend que oui, alors je me range à son opinion. Je concède déjà qu'au supermarché, c'est bien commode. Bleu, rouge, vert. Tous ces bouchons de bouteilles de lait en arc-en-ciel, je trouve ça poétique, artistique même. Ça fait un tableau de points de couleur dans les rayonnages. Alors si on décide que c'est futile d'écrémer, si on décide que de toute façon, un lait entier, UHT, pasteurisé, demi-écrémé ou écrémé, c'est la même chose, alors on ne peut faire plus qu'une seule sorte de bouchon, un bouchon gris, standardisé. Et des bouteilles de lait neutres s'aligneraient le long des rayonnages, telle une armée de clones sans vie. Alors oui, ça ne changera pas le goût de nos céréales, qu'il n'y ait qu'un seul type de lait, ou qu'on le mette avant ou après nos précieux flocons. Désolée pour tous ceux qui participent à des sondages sur Facebook pour trancher sur cette question. Mais ne pas écrémer la crème de la crème du lait, c'est faire de la ségrégation. C'est n'accepter qu'une seule couleur de peau de bouteille. C'est se laisser aller à la monotonie visuelle de nos supermarchés, la laideur, l'ennui. Et j'ai déjà assez de mal comme ça à aller faire mes courses. Donc je vous en conjure, continuez à écrémer. Alors oui, effectivement, je suis mal placée pour défendre l'écrémage. Moi qui aime à en mettre partout, dans la soupe, les pâtes, les champignons, les choux pâtissiers. Mais ça devient lassant à force.
d'en avoir à toutes les sauces, c'est fade. Il faut revisiter nos recettes à la crème pour ne garder que les meilleures, les élites, le summum. Il faut prélever le plus intéressant, le dépouiller, l'affûter. Qui pourrait honnêtement prétendre ne jamais faire de sélection? Mon premier j'aime lire ou la Pléiade? Peu importe. Des pommes rainettes ou The Big Apple? Je choisirais à pile ou face. Mozart l'opéra rock ou le Requiem de Mozart? Le café Dolce Gusto ou le Nespresso édition limitée Lotus du Zimbabwe qui me coûtera un quart de PEL la capsule? Je laisserai le choix à Georges Clooney. Non, partout, il y a des préférences, des hiérarchies, des élections, les vainqueurs et les vaincus, les héros et les misérables, les Usain Bolt et les Christophe Lemaître. Mais ce n'est pas parce qu'un jour, ils accèdent au succès qu'il faut les laisser se reposer sur leur laurier. Si on laisse l'élite sous le feu des projecteurs sans jamais questionner sa place, sans jamais questionner sa gloire, alors elle va devenir une star capricieuse dont le talent n'est plus au goût du jour. Il faut constamment la titiller, la faire passer dans notre saladier et au fouet de cuisine, lui donner un petit coup d'émulsion à cette crème de la crème. Si vous croyez qu'un cuisinier étoilé n'a plus de preuves à faire, vous vous fourvoyez. Demandez son avis à Marc Vera. Et si on flatte les meilleurs, ils croient que tout est gagné, que tout est terminé. C'est le lièvre qui se croit plus rapide que la tortue. C'est Hillary Clinton face à Donald Trump ou c'est Fukuyama et sa fin de l'histoire. Si on laisse tranquille la crème de la crème, elle devient rance, ça donne du beurre, et pas besoin d'être un grand chef pour savoir que ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Appelez ça comme vous voulez, sélectionner la sélection, élire les élus, gratiner le gratin. Il faut mériter sa place dans les hauts cercles de la crème. Les grands chefs de ce monde vous le diront donc. Pour rester dans la compétition, il faut écrémer, car sinon, on n'avance pas. On se laisse aller, on se délaisse et se néglige. Oui, il faut faire attention, prendre soin de soi. Peut-être que oui, après 1 an sans coiffeur, quand mes cheveux commencent à coloniser mes oreilles, il faut que je prenne des mesures. Après un été à la plage à faire des bains de sable toute la journée et laisser le sel ronger ma peau, il ne faut pas se laisser aller. Mon épiderme craquelé, prêt à se séparer de ma jambe comme la mue d'un serpent, demande juste un peu d'attention, de précaution, mais surtout d'hydratation. Mais attention à ne pas trop en faire. Vous voulez être impeccable, repasser, propre sur vous, bec et ongles 24 heures sur 24? Ça va vous demander beaucoup d'investissement. Pour revenir à l'hydratation, vous devrez être éclectique en ne négligeant aucune partie de votre corps. Crème de main, crème de visage, crème de pied, la liste ne s'arrête pas là. Crème de coude, de poignet, de genou, de dos ou d'avant-bras. On nous engraisse de toutes ces injonctions à s'occuper de chaque centimètre carré de notre corps. Crémez-vous les uns les autres comme je vous ai crémé. Alors vous me direz que tout ça c'est du passé. C'est bon pour la ménagère des années 50 qui se polit les ongles entre 2 coups de moulinex. Ou alors c'est bon pour le danseur d'opéra qui soigne son rasage avant de monter sur scène avec son collant. Aujourd'hui, on en est sorti. On est revenu au strict minimum. La seule chose qu'on a à faire, c'est mettre du stick à lèvres, de l'après-shampoing, de la crème de jour, de nuit. Alors oui, il faut afficher un bikini body hydraté toute l'année pour faire partie du cercle des influenceuses Instagram. Oui, j'accepte de glorifier mon cheveu avec ces produits Elseve si ça peut me permettre de gagner le grand débat. Mais je vous en conjure, écrémez ces montagnes terrifiantes de diversité de produits de beauté. Écrémez ces crèmes de paupières ou de nombril. Ça ne risquera que de me faire gagner ces 10 minutes dans la salle de bain chaque matin qui me font rater mon train de 8h02. Vous avez peur? Je comprends quand on me dit « j'ai peur de tout perdre à force de dépouiller, de ne garder que le meilleur. J'ai peur d'user ma lame à force de l'affûter. » Moi aussi, j'ai eu peur quand le docteur m'a demandé de faire un régime sans crème. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir mettre dans mes pâtes à la carbonara?
Et que reste-t-il à force d'écrémer? Il n'en reste plus qu'une poignée. Quelques VIP, et c'est l'oligarchie. Et on les rabote, on les sélectionne encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est donc une dictature même à force. Et qui sera l'unique élu alors? Elévir? La Montblanc, la laitière, Isigny? Et si finalement, à force d'écrémer, il ne restait plus rien? Si à force de se tirer dans les pattes entre élites de la crème, ils se décimaient tous? Ce serait de la crème sans crème? Une omelette sans œufs? Juliette sans Roméo? La France sans Christophe Maé? Non, il ne reste pas rien quand un dictateur meurt, rassurez-vous. Si Robespierre n'est plus là, c'est qu'il a fait de la place. L'establishment doit bien être écrémé à un moment pour laisser de la place aux autres. Si on n'effectue pas cet écrémage, c'est d'une société de déjà-vu qui s'instaure un régime tarte à la crème, sans l'écrémage du gratin. Le jeu est terminé. Une fois qu'on en fait partie, tout est figé, comme dans une prison dorée. Plus de perspective sociale, plus de self-made man, plus de Arnold Schwarzenegger, de Carnegie ou de Vauquier qui grimpent l'échelle depuis le fin fond de l'Auvergne. On m'avait vendu la République française comme la double portion de frites à la cantine. Notre cher Sarko pourrait tout aussi bien nous dire que l'égalité, la solidarité, la fraternité, c'est la double portion de crème, donc la crème de la crème. Mais c'est vraiment ça la République? C'est l'élite, les meilleurs du bon côté de la vitre teintée, et de l'autre, les concurrents ratatinés, écrasés, écrémés, mis KO? Et si on ose mettre la double portion de crème de la crème, ça ferait la crème de la crème de la crème de la crème. Le gras du gras du gras? Mais que dirait mon médecin de cette cuisine peu ragoûtante? Moi, on m'avait vendu la France pour son terroir d'exception, ses savoir-faire culinaires sophistiqués, ses pâtisseries raffinées. J'adore la crème brûlée. La crème de la crème, laissée telle quelle, c'est un crématoire. Des cadavres de dictateurs républicains étendus sur le lieu du crème. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Écrémez-moi ça. Merci.